Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Le 1er janvier 1925, au Belize, une adolescente est descendue au fond d'un puits. Elle y découvrira l'artefact le plus énigmatique de l'art précolombien. Qui a façonné ce mystérieux crâne de cristal? Qu'est-ce qui peut bien pousser René Lévesque à chercher avec autant de passion le tombeau de Champlain? Logiquement, l'endroit de cette sépulture devrait être connu de tous. Pas vraiment. Ce que les journaux avaient annoncé comme la traversée triomphale de l'Atlantique par 2 pilotes français se change bientôt en un mystère. Qu'est-il arrivé à leur biplan, l'oiseau blanc? Et où sont les 2 pilotes? Le 4 décembre 1872, un 3-mâts barque croise le Marie Céleste. Le navire est abandonné. Pourtant, le Marie Céleste est en bonne condition de navigation. Qu'est-il arrivé à l'équipage mystérieusement disparu? Ici Michel Dumont. Voici Dossier Mystère. Pour beaucoup d'entre nous, l'archéologie est synonyme d'aventure. C'est Indiana Jones livrant un dernier baroud d'honneur pour sauver les plus fabuleux trésors de l'histoire. Mais tout cela n'est que du cinéma. Vraiment? Un Britannique a inspiré le caractère de ce héros imaginaire, et sa fille adoptive, une franco-ontarienne, a peut-être fait la plus importante découverte de tous les temps. En ce 1er janvier 1925, il y a une activité fébrile au sommet du grand temple de Loubantum, cette cité maya redécouverte quelques mois plus tôt par l'aventurier britannique Frederick Mitchell Hedges. C'est un jour très spécial. Une semaine plus tôt, la fille adoptive de Mitchell Hedges, Anna, a remarqué, en regardant par une fissure entre les dalles du temple, un objet brillant tout au fond du puits. Cette descente au fond du puits est son cadeau d'anniversaire. Après avoir récupéré l'objet au fond de la pyramide, Anna est remontée lentement avec sa découverte. À la lumière du jour, tous sont ébahis par la beauté de la mystérieuse relique. Dans un geste théâtral, l'aventurier Frederick Mitchell Hedges la soulève à bout de bras pour la faire voir à tous ses ouvriers. À l'unisson, 4 mots s'élèvent comme une clameur. Las calaveras de cristal. Le crâne de cristal. Professeur, archéologue et aventurier, Frederick Albert Mitchell Hedges est sans contredit l'un des personnages les plus étonnants de sa génération. Il servira lui-même de modèle à Steven Spielberg pour son personnage d'Indiana Jones. Frederick Mitchell Hedges a pratiqué tous les métiers: antiquaire, explorateur, archéologue, conférencier, auteur et poète. À l'âge de 16 ans, son père, John Hedges, le fait enrôler par une équipe de prospecteurs sur le point de s'embarquer pour l'Arctique. Il veut détourner son fils de sa passion pour les récits fabuleux. Loin de décourager l'adolescent, ce premier voyage éveillera au contraire un désir de parcourir le monde en quête d'aventure. La fascination et le respect de Mitchell Hedges pour les peuplades indigènes sont déjà notoires. Durant son séjour parmi ces tribus indigènes, les carnets de voyage du jeune aventurier constitueront l'une des toutes premières études ethnologiques de ces peuplades.
La biographie de certaines personnes se lit comme un roman. C'est le cas de l'histoire qui va réunir la petite Canadienne Anne-Marie Le Guillon à l'explorateur anglais Frederick Mitchell Hedges. En 1917, celui-ci adopte la petite Anne-Marie Le Guillon. La fillette se trouve dès lors parachutée dans un univers fantastique. En compagnie d'une amie, Lady Richmond Brown, Mike Mitchell Hedges entreprend vers 1920 l'exploration des forêts encore vierges d'Amérique centrale. On raconte alors que des tribus encore inconnues y vivaient cachées en marge du monde civilisé. Il n'en faut pas davantage pour aiguiser la curiosité de l'explorateur. À l'issue de 1000 péripéties, des crocodiles du Rio Grande aux fièvres de la malaria, Mitchell Hedges met à jour, 4 ans plus tard, les importantes ruines de Lubantum, une cité maya construite 1000 ans plus tôt. Et c'est au cœur du grand temple de la cité que sa fille adoptive Anna va découvrir l'artefact le plus énigmatique des civilisations précolombiennes. Je n'étais pas autorisée à monter sur aucun des bâtiments de Lubantum. J'aurais pu avoir un accident et mon père était très protecteur. Mais un jour, j'ai entendu 2 indigènes mayas dire que si l'on montait sur l'un des bâtiments, on pouvait voir à des milles à la ronde. Ma curiosité a été plus forte et je suis montée au sommet. J'étais là, regardant l'horizon, quand j'ai été éclairée par les reflets provenant du crâne qui était à l'intérieur de l'édifice. J'étais très excitée et je me suis empressée d'aller le raconter à mon père. Bien sûr, il a commencé à me réprimander en me disant que je ne devais pas grimper là-haut, qu'il était responsable de moi. Mais pour lui aussi, la curiosité a été plus forte et il a dit « Nous allons aller voir ce qu'il y a là-haut ». J'ai été désignée pour descendre. Mon père a dit « Tu l'as vu, alors c'est à toi de descendre ». J'ai répondu « Il n'en est pas question. Je n'ai pas envie de descendre là-dedans. Il y a des serpents, toutes sortes de serpents, je n'irai pas ». Mais il a été inflexible. « Tu l'as vu, alors tu descends et peu importe de quoi il s'agit, tu le remontes ». Aujourd'hui, Anna fête ses 17 ans. L'entrée du puits est suffisamment dégagée. Malgré ses inquiétudes paternelles, Mitchell Hedges a décidé de souligner l'événement en laissant sa fille aller chercher elle-même sa découverte. Il m'a attachée à une corde et 2 hommes m'ont fait descendre. La seule chose que je voyais, c'était encore cette lumière. Je l'ai pris, je l'ai enveloppé dans mon chemisier et je l'ai remonté. Elle l'a trouvé et l'a remonté. Dès que les indigènes l'ont vu, ils sont devenus très agités. Pour eux, c'était comme un présent des dieux. Tous ont les yeux rivés sur le joyau qu'elle tient précieusement. Il s'agit de la représentation d'un crâne humain, grandeur nature, taillé dans un bloc de cristal. Frederick Mitchell Hedges n'a jamais rien vu de pareil. Lorsqu'il a été découvert, personne ne savait exactement de quoi il s'agissait et d'où il venait. Sauf que c'était là un extraordinaire artefact. La partie supérieure du crâne a été découverte en premier. Peu après, on a trouvé le maxillaire inférieur. Un jour, un gamin, comment avait-il réussi à pénétrer l'édifice? Je l'ignore. Mais quoi qu'il en soit, il en a ramené la mâchoire inférieure que je n'avais pas vue. Trop effrayée que j'étais. La plus énigmatique relique archéologique jamais découverte, bien que photographiée et étudiée sous tous ses angles, garde son mystère. Je pense que le véritable secret du crâne réside dans son utilisation comme objet de guérison. Il a guéri de nombreuses personnes et rendu leur vie plus supportable, plus agréable. Le crâne doit savoir que vous croyez en lui et que vous lui faites confiance.
Le crâne de cristal aurait été fabriqué il y a quelques 17 000 ans afin de transmettre aux générations futures un savoir universel. Cette connaissance serait-elle importée d'un autre monde? Quelle était son utilité? Pourquoi ces artisans mayas ont-ils choisi de lui donner un tel réalisme alors que leur art est invariablement plus stylisé? Quand a-t-il été créé? Et pourquoi est-il fait de cristal? Depuis l'avènement de l'électronique et en particulier de l'informatique, nous savons que le cristal peut être utilisé pour emmagasiner de l'information. Pour les amateurs d'ésotérisme, le choix du cristal par les artisans mayas aurait beaucoup plus à voir avec ses propriétés mémorielles qu'avec son aspect esthétique. Pour eux, le crâne de cristal serait une sorte de disque dur où les anciens auraient stocké un savoir extraordinaire. Mais si le crâne de cristal est ce que prétendent les mystiques, comment avoir accès à ces connaissances millénaires? C'est ici qu'entre en scène Carol Davis. Au début des années 80, Carol Davis accompagne un ami chez Anna Mitchell Hedges à Kitchener, en Ontario. Carol Davis est déjà à ce moment-là l'une des plus extraordinaires sensitives canadiennes. Carol Davis n'a alors qu'un intérêt mitigé pour l'archéologie et les civilisations anciennes. Mais dès qu'elle plonge son regard dans les orbites vides du crâne, ses sens s'emballent. Pendant 2 heures, elle sera plongée dans un état de transe en communication directe avec l'esprit du crâne. Ce sera la première d'une longue série de séances de channeling avec le savoir millénaire du crâne. Carol Davis était et est toujours une transmédium respectée et d'une notoriété internationale. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait déjà été en contact avec le crâne. Elle avait psychométrisé le crâne et fait plusieurs séances avec lui, en compagnie de sa propriétaire, Anna Mitchell Hedges. Une légende raconte qu'il y aurait 13 crânes de cristal, gardiens d'un savoir universel. Les descendants des Mayas croient que le jour où les 13 crânes seront à nouveau réunis, ils révéleront leurs secrets. Jusqu'à présent, seulement 6 crânes de cristal ont été découverts. Et les circonstances de leur découverte restent nébuleuses. Le crâne trouvé par Anna Mitchell Hedges est d'une signature si supérieure aux autres qu'on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une œuvre moderne, un faux placé à dessein à l'intérieur du grand temple de Lubantum. Or, une étude menée dans les années 1990 par le British Museum semble plutôt démontrer l'inverse. Le crâne aurait été façonné par une super civilisation, puis confié à des gardiens. Ce sont ces gardiens, possiblement des survivants de la légendaire Atlantide, qui l'auraient apporté en Amérique pour en faire don à des prêtres mayas. Le crâne de cristal demeure l'un des plus fabuleux mystères de l'humanité. Les Mayas croyaient que dans ses reflets, un jour, seront révélés tous les secrets de l'univers. Pour moi, le mystère du crâne de cristal est celui que lui donnent les gens en le voyant, peu importe ce qu'ils ont en tête. C'est comme le calice d'argent, ou toute autre icône du même genre. Les gens placent dans ces icônes ce qu'ils veulent croire et en tirent aussi ce qu'ils désirent. Le crâne de cristal découvert par Anna Mitchell Hedges est l'une des grandes énigmes archéologiques. Quelle était son utilité? Qui en était le propriétaire? Qui l'a sculpté? L'histoire est un curieux mélange de savoir et d'ignorance. Un univers où les certitudes sont rares. Et c'est justement cette ambivalence qui la rend si fascinante. Parce qu'en histoire, contrairement à bien des sciences, l'imaginaire n'est pas une faute, mais une hypothèse. Enquête criminelle, énigmes biographiques, fouilles archéologiques, l'histoire fourmille de zones grises, des incertitudes qui parfois donnent lieu aux plus folles spéculations. C'est justement aux historiens de tracer une frontière entre l'improbable et le vraisemblable. Pour l'un d'eux, un historien de Québec, l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la Nouvelle-France
se résume à cette simple question. Où se trouve la tombe de Samuel de Champlain? L'action se passe sous la tour du clocher de la basilique de Québec. Des guirlandes d'ampoules électriques donnent au spectacle quelque chose d'irréel. L'air est tellement vicié que les ouvriers doivent porter des masques pour se protéger. Avec d'infinies précautions, les hommes glissent des câbles sous le cercueil de cuivre. Cette opération achevée, les 4 hommes soulèvent en même temps, et le plus délicatement possible, le précieux tombeau. 1, 2, 3, go! Le moment de vérité approche. Sans plus attendre, un des ouvriers commence à découper le joint de plomb qui maintient le couvercle en place. À mesure que progresse le découpage, tous s'interrogent. S'agit-il de la dépouille qu'ils recherchent depuis si longtemps? Finalement, le couvercle glisse sur le tombeau et la dépouille apparaît enfin, admirablement conservée. Se pourrait-il que ces ossements soient ceux tant recherchés de Samuel de Champlain, explorateur et fondateur de la ville de Québec? La quête du tombeau de Samuel de Champlain, le premier gouverneur général de la Nouvelle-France, est aujourd'hui indissociable de son principal artisan, René Lévesque. Né à Québec en 1925, ce fils de commerçant se passionne très tôt pour l'histoire de Champlain. C'est à l'occasion d'une fête de la langue française, c'était M. Leblanc qui parlait de Champlain avec beaucoup de chaleur. Il était extraordinaire, bonhomme, il était très, très attirant, autrement dit, puis on était tous gelés, entendu par ce qu'il disait. Et à la fin, il dit, il est mort en 1635, et il serait déposé là-bas. Il ouvre ses bras comme ça en direction du Collier de la Terre, entre la rue du Trésor, du Fort, Sainte-Anne et Val. Alors, puis il dit, à part de ça, sous la terrasse, il y a le Fort Saint-Louis, fait par Champlain lui-même. C'était assez pour que je tombe amoureux de Champlain. Pour le jeune René Lévesque, la quête vient de commencer. Dès le lendemain, l'adolescent se faufile sous la terrasse du Frein. Alors qu'il longe ce qui autrefois était une partie des remparts de l'ancienne ville, il peut presque ressentir les effluves du fondateur de Québec. Pour lui, cette quête a quelque chose de mystique. Samuel Champlain avait été nommé cartographe du roi, géographe du roi, c'était la vraie appellation. C'est comme cela que Champlain s'est embarqué à bord de la bonne renommée à Honfleur en 1603 la première fois. Bon, là, on sait qu'il est arrivé à Tadoussac, qu'il a remarqué, c'est lui le premier qui a remarqué le site de Québec. En algonquin, apparemment, Québec signifie retrécissement. Et justement, Champlain avait remarqué ce lieu. Il veut dire, il y a les falaises qui protègent d'abord des ennemis et du vent aussi. Le fleuve est plus étroit à cet endroit et les eaux sont très profondes. Donc on pourrait y faire un port pour y emmener des navires de fort tonnage. Samuel de Champlain fonde la ville de Québec en 1608 et le roi Henri V le nomme premier gouverneur général du pays. Sa générosité et son grand sens de l'honneur et de la justice lui valent la sympathie des communautés autochtones. Toute sa vie en terre d'Amérique, il aura sans cesse cherché à harmoniser l'ancien et le nouveau monde. Champlain, d'abord, il est décédé à peu près à l'âge de 70 ans. Il était paralysé depuis quelques mois. Il était au Fort Saint-Louis, dans une petite sa chambre à lui. Puis il pouvait écrire quand même, parce qu'on voit à son testament, on voit qu'il y a une écriture qui est là, mais est un peu malmenée. Mais quand même, c'est ça. Et après ça, il est mort le jour de Noël. La nuit de Noël, le jour. Alors là, c'était une catastrophe dans le pays, parce que c'était le père fondateur qui partait, là. Il y a eu une très belle cérémonie religieuse, il y a eu un défilé dehors dans la rue Buade, ce coin-là, jusqu'à l'église paroissiale, puis qui était justement l'église Sainte-Anne de Recouvrance, dans le char de Frontenac. Peu de choses sont connues sur l'époque et sur l'endroit où a été inhumé Samuel de Champlain. Pour l'essentiel, les historiens doivent s'en remettre au journal personnel de Charles Huot de Montmagny,
deuxième gouverneur général de la Nouvelle-France et responsable de l'inhumation de Champlain. Montmagny écrit avoir fait déposer le corps de son prédécesseur dans la chapelle Champlain et d'avoir fait placer à ses côtés les corps de ses amis, le père Charles Rimbaud et M. François de Ré. Mais où se trouve exactement cette chapelle Champlain? Voilà la clé du problème. Vers 1950, la découverte de 2 manuscrits ravive l'intérêt pour le tombeau de Champlain. Ces documents évoquent la location de 2 domaines situés au cœur de la vieille ville. Les historiens ont une idée assez précise sur l'endroit où se situaient ces concessions. Fort de ces nouvelles informations, un certain Silvio Dumas, considéré comme le père de l'archéologie québécoise, entreprend des fouilles. Au nombre de ces jeunes terrassiers se trouve bien entendu René Lévesque, qui n'a pas hésité à prêter son aide bénévole pour participer aux recherches. Les terrassiers mettent à jour un muret, mais rien qui laisse croire à la présence de la chapelle Champlain. C'est un retour à la case départ. Il y a O'Leary qui nous avait dit dans ses écrits j'ai fouillé à tel endroit mais j'ai rien trouvé. Et puis René a dit il faudrait peut-être fouiller un peu plus profondément à l'intérieur de la basilique. Et on a trouvé ce petit alcôve-là qui était assez fort intéressant et qui était rempli. Tous les endroits avaient été fouillés sauf cet endroit-là. Alors là, on a commencé à fouiller. Et quand on a trouvé la tombe en particulier, là, on s'est demandé est-ce que c'est vraiment l'endroit où pourrait être enterré Champlain. Il y a des ossements, beaucoup d'ossements humains, parce qu'ils ont fait une tranchée déjà pour des fils, je ne sais pas trop quoi, ou des tuyaux, puis ça a dérangé plusieurs sépultures. On est bien placé. J'ai entre autres trouvé une pièce de monnaie comme 535 ou 36 dessus, c'est en partant. Et on dit, oh, ça commence à être intéressant. Malheureusement pour René Lévesque et son équipe, les restes n'étaient pas ceux de Champlain, mais ceux d'un officier du culte. La peau brunie comme un cuir mal tanné donne au corps des allures de momie. Le défunt repose dans des vêtements d'apparat, soutane colorée et une croix en or. La dépouille semble dévisager les profanateurs qui ont osé troubler son sommeil. Le père Vigin, c'est un père jésuite. C'est un père jésuite belge, mort en 1879. Pour une énième fois, la dépouille de Samuel de Champlain échappe à ceux qui le recherchent. Mais pour combien de temps? René Lévesque a récemment mis la main sur un manuscrit aux archives de la ville de Québec, qui pourrait bien le mener directement au tombeau de Champlain, juste à temps pour le 400e anniversaire de la ville de Québec. Champlain, c'est un modèle d'homme à présenter pour réveiller les Québécois actuellement, les faire retourner à leurs sources françaises et chrétiennes et amérindiennes. Dans leur quête de la vérité, les historiens, comme les policiers, ne doivent négliger aucun indice. C'est grâce à la persévérance, et parfois à l'entêtement, que l'histoire révèle des secrets là où tout paraissait limpide. Sans ce travail de bénédictin, l'histoire prendrait vite des allures de roman sans surprise. L'histoire fourmille d'épopées inachevées et de héros disparus. Des aventures qui n'ont jamais connu de dénouement. Au début du XXe siècle, les gens ont vu apparaître au-dessus de leur tête de bien curieux fous volants. Ces casse-cous allaient, par leur audace, donner le coup d'envoi de la conquête du ciel. C'était l'ère des frères Wright, des grands dirigeables, et de Charles Lindbergh. C'était aussi l'époque de l'oiseau blanc. « 8 mai 1927. Un magnifique biplan est poussé hors de son hangar de l'aéroport du Bourget, en banlieue de Paris. Des centaines de curieux sont réunis pour applaudir l'exploit que souhaite réaliser le tandem Charles Nungesser et François Colly. À bord de cet avion, ils tenteront de devenir les premiers aviateurs à franchir l'océan Atlantique sans escale. Après avoir consulté les derniers relevés météo et serré les mains de quelques amis, les deux pilotes décollent en direction de l'Amérique. Quelques minutes plus tard, ils larguent le train d'atterrissage pour alléger l'appareil et réduire la friction de l'air. Nungesser et Colly s'apprêtent à entrer dans l'histoire, mais pas par la porte qu'ils avaient prévue.
Au début de 1927, de nombreux aviateurs sont engagés dans une course contre la montre. Tous veulent être les premiers à franchir l'Atlantique sans escale et ainsi remporter le prix Orteig, assorti d'un montant de 20 000 $. C'est un tandem français, le navigateur François Colly et le pilote Charles Nungesser, qui ont été les premiers à tenter l'exploit au printemps de la même année. Charles Nungesser était l'un des plus fameux pilotes français de la Première Guerre mondiale. On lui reconnaissait officiellement avoir abattu 45 avions, mais officieusement on parlait volontiers de 107. Chaque fois que Charles Nungesser montait à bord d'un avion pour réaliser ses exploits, il s'assurait d'y apposer sa signature. Un macabre dessin représentant un cercueil et un crâne à l'intérieur d'un cœur noir. Quand on lui demandait ce que cela signifiait, il répondait « Un cœur vaillant ne craint jamais la mort, même dans ses pires aspects. » Cela représentait très bien son caractère. La témérité et le courage déjà légendaire de Charles Nungesser étaient un atout précieux pour réaliser l'exploit. Il n'y avait pas de temps à perdre, parce que de l'autre côté de l'Atlantique, l'Américain Charles Lindbergh frappait à la porte. Nungesser s'est donc associé à François Colly pour l'accompagner dans cet audacieux projet. François Colly était surnommé le Diable borgne à cause du monocle noir qui lui couvrait un œil. Souvenir de la guerre. C'était un excellent aviateur qui n'avait peur de rien. Décoré de la Croix de guerre et fait officier de la Légion d'honneur, Colly a terminé la Première Guerre mondiale comme capitaine d'escadrille. En 1919, il a réussi la double traversée de la Méditerranée à bord de son avion et a battu le record de distance en ligne droite. Avant de réaliser la première traversée de l'Atlantique sans escale, Nungesser et Colly devaient trouver le meilleur appareil qui pouvait leur permettre d'atteindre leur objectif. Surnommé l'Oiseau blanc, l'appareil qu'ils ont sélectionné a dû être adapté pour un vol aussi long. Pour leur vol vers New York, Nungesser et Colly avaient choisi un avion militaire français destiné au porte-avions. Un appareil de conception géniale. En cas d'avarie, le train d'atterrissage pouvait être largué. Et son fuselage semblable à la coque d'un bateau lui permettait d'amérir en attendant les secours. En se délestant du train d'atterrissage une fois en vol, le poids de l'avion était considérablement réduit, un élément important compte tenu de la grosseur du biplan. L'avion était immense, d'une longueur de 9 mètres et d'une envergure de 17 mètres. Il avait une capacité de 3800 litres d'essence. C'était la première fois qu'un avion réussissait à décoller avec assez de carburant pour tenter une traversée de l'Atlantique. Et tout le monde croyait qu'ils allaient réussir. Finalement, le 8 mai 1927, comme prévu, les deux aviateurs décollent à bord de l'Oiseau blanc. Les deux pilotes français sont littéralement isolés du reste du monde. Question de minimiser au maximum leur poids, ils ont choisi de ne pas embarquer de radio. Un choix plutôt téméraire vu les circonstances. Pour se guider, ils doivent s'en remettre essentiellement à leur expérience et aux instruments rudimentaires de bord. Mais en principe, l'itinéraire est simple. Ils doivent voler vers la pointe sud de l'Irlande, virer plein ouest jusqu'à Terre-Neuve, puis, une fois en vue des côtes, mettre le cap au sud jusqu'à New York. Un itinéraire simple, en principe. Nous ne sommes certains que d'une seule chose. Durant la première partie de leur vol, ils ont été accompagnés par des avions militaires français jusqu'au littoral. L'équipage d'un sous-marin anglais a été témoin du vol de l'Oiseau blanc au-dessus de la mer. Les Britanniques ont décrit ses couleurs, bleu, blanc et rouge sur la queue,
les rondelles sur les ailes et le sigle noir en forme de cœur. Le lendemain, malgré une température non favorable, les gens attendent avec impatience l'arrivée de l'oiseau blanc. Le port de New York est rempli de bateaux et tous cherchent à savoir où en sont Nungesser et Collie. On a rapporté avoir aperçu l'avion au-dessus de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et de Boston. Tous s'attendaient à ce qu'il arrive d'une minute à l'autre. Par anticipation, un quotidien de Montréal, le journal La Presse, annonce pour 17 heures l'atterrissage des deux vainqueurs de l'Atlantique. En France, l'enthousiasme est national. L'odyssée des deux aviateurs fait la manchette de toute la presse. Mais bientôt, ces informations seront démenties. L'avion des deux Français ne s'est jamais posé à New York. À l'euphorie succède l'inquiétude. Le 11 mai, Nungesser et Collie manquent toujours à l'appel. Le pire est à craindre. Leurs réserves de carburant doivent être maintenant épuisées depuis longtemps. On entreprend des recherches, mais en vain. Les deux aviateurs ont-ils tout de même réussi la traversée sans pour autant atteindre leur destination finale? En 1984, une association archéologique vouée à la récupération d'avions historiques a mis de l'avant le projet Midnight Ghost, une recherche sur le terrain pour retrouver l'avion de Nungesser et Collie. Sous les directives de Richard Gillespie, un passionné d'histoire et d'aviation, le groupe a évalué toutes les rumeurs concernant les lieux possibles où se serait écrasé l'oiseau blanc. Ces recherches l'ont conduit notamment dans les forêts du Maine, où des rumeurs persistantes y situaient les derniers instants des deux aviateurs français. Pendant 8 ans, échelonnés sur 20 expéditions, nous avons cherché l'oiseau blanc dans le Maine. À la fin, tout ce que nous avons trouvé, ce sont de bonnes histoires, racontées par des gens disant avoir vu l'avion, et quelques morceaux d'appareils trouvés en forêt, suggérant peut-être la présence d'un avion. Pour ajouter au degré de difficulté, le groupe a aussi retrouvé au fil de ses nombreuses recherches des morceaux provenant d'autres appareils sans lien avec l'avion de Nungesser et Collie. En 1992, ils se sont tournés vers la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve. À en croire les comptes rendus de l'époque, un avion aurait été aperçu dans le ciel de l'île au lendemain du départ de Nungesser et Collie pour New York. Il existe des rapports écrits provenant de citoyens de Terre-Neuve de l'époque. Ces gens ont été assermentés devant un magistrat et leurs récits catalogués. Lorsque l'on regarde de plus près ces documents, ils donnent un itinéraire séquentiel tout le long de la côte de Terre-Neuve. À l'aide d'appareils sophistiqués, Richard Gillespie a acquis la certitude qu'un avion s'était bel et bien écrasé dans la région de Gull Pond, au cœur des marécages de Cape Shore, sur la péninsule d'Avalon. Malheureusement, aucun des débris retrouvés dans le secteur n'a été formellement identifié comme provenant de l'oiseau blanc. L'hypothèse d'un crash à Terre-Neuve n'est pas l'apanage de Richard Gillespie et de ses hommes. William Nungesser, un cousin du célèbre aviateur, est du même avis. Il croit lui aussi que des fouilles plus poussées permettront d'éclaircir le mystère entourant les derniers instants de Nungesser et Collie. À Terre-Neuve, il existe plusieurs petits étangs creusés par les glaciers qui ne sont pas très profonds, pas plus de 3 mètres. Puisque l'avion avait largué son train d'atterrissage et qu'il ne lui était plus possible que d'amérir, ils ont probablement essayé de se poser sur l'un de ces étangs. Un résident de l'endroit a d'ailleurs rapporté avoir vu un avion en détresse qui cherchait un endroit où se poser. Cette version d'un atterrissage à Terre-Neuve est très intéressante. Parce que si mon cousin avait réalisé que son avion était en détresse, il aurait certainement tenté d'amérir de cette manière. La solution à l'une des plus grandes énigmes de l'aviation repose-t-elle au fond de quelques marécages de Terre-Neuve?
François Colly et Charles Nungesser ont-ils trouvé la mort loin de chez eux, en terre canadienne? En décollant du Bourget par cette fraîche matinée de mai 1927, François Colly et Charles Nungesser espéraient se tailler une place dans l'histoire de l'aviation. Ils ont plutôt ouvert la porte à l'Américain Charles Lindbergh, qui a réussi la traversée quelques jours seulement après leur tentative infructueuse. La disparition de l'avion de Nungesser et Colly s'inscrit dans les grandes énigmes de l'histoire. Que s'est-il passé à bord de l'Oiseau blanc? Les deux aviateurs français ont-ils réellement atteint le Canada, comme certains le croient, ou se sont-ils simplement abîmés en mer? Si plusieurs pensent que la découverte de cette épave représenterait la fin de l'énigme, au chapitre des disparitions, l'histoire nous rappelle que le mystère est parfois si complexe que la solution ne représente que le début du questionnement. Il est raisonnable de croire que la disparition de Nungesser et Colly soit liée à quelques problèmes mécaniques. Mais comment réagirions-nous si demain, des archéologues annonçaient avoir découvert l'Oiseau blanc au milieu de la forêt, encore en parfait état de marche? La surprise et l'étonnement, sans doute. Et c'est probablement ce qu'ont ressenti les hommes du Dei Gracia lorsqu'ils sont montés à bord d'une autre grande énigme de l'histoire, la Marie Céleste. Le 4 décembre 1872, à quelques 1000 kilomètres des côtes espagnoles, un voilier battant pavillon canadien, le Dei Gracia, croise le brigantin Marie Céleste. Captain, there's a ship in trouble coming our way. Vu du Dei Gracia, le Marie Céleste semble complètement désorienté. Sur le pont, il n'y a personne. Le navire paraît abandonné. La Marie Céleste, initialement nommée Amazon, a été construite à quelques mètres d'ici. À son lancement en 1861, elle avait déjà cette réputation d'être porteuse de malheur. Réputation qu'elle conservera d'ailleurs jusqu'au moment où elle sera sabordée, 24 ans plus tard. Lors de son voyage inaugural, mon grand-père faisait partie de l'équipage. Dès le départ, le jeune capitaine était malade. Une fois arrivé dans la baie de Fundy, le navire a dû rebrousser chemin à cause de l'état de santé du capitaine qui continuait de se détériorer. On l'a ramené à Spencer Island où il est mort quelques heures plus tard. Ce n'est pas la seule fois qu'on allait déplorer la perte d'un capitaine à bord de l'Amazon. On l'a bientôt surnommé Hoodoo, c'est-à-dire porteur de malheur. En 1867, l'Amazon s'échoue sur des rochers au large du Cap Breton. On l'a remis à flot et conduit de nouveau à Spencer Island, où il a été entièrement restauré. Sa longueur a été portée à 31 mètres et son tonnage à 282 tonnes. Ses propriétaires ont été obligés de vendre l'Amazon à un armateur de New York. Mais la superstition était toujours bien présente. On l'a alors renommée Marie Céleste, en espérant que ce nom briserait son aura de malchance. Ce ne fut pas le cas. On la retrouve ensuite naviguant à destination de Gênes en Italie avec une cargaison de 1700 barils d'alcool. Elle n'arrivera jamais à destination. L'équipage disparaît entre Staten Island et Gibraltar. Pour le capitaine du Dei Gracia, David Reed Morehouse, cette rencontre a quelque chose d'ironique. Non seulement il connaît bien le capitaine du navire moribond, Benjamin Briggs, mais il y a quelques semaines à peine, les deux navires ont appareillé du port de New York. Étrange coïncidence. Morehouse demande à ses hommes de se rendre sur le Marie Céleste pour enquêter. Lorsque l'équipage du Dei Gracia l'a aperçu, la Marie Céleste avançait lentement.
Les marins ont fait des appels dans cette direction, mais sans succès. Le seul signe de détresse apparent était un câble qui pendait à la poupe. Le vaisseau était abandonné. Il n'y avait aucun signe de vie. Mais des indices montraient qu'une certaine fébrilité avait dû régner à bord. C'était un vrai mystère. Le Marie Céleste est tout à fait désert. Son abandon doit remonter à plusieurs jours, car le roof et les entreponts sont inondés, et la cale disparaît sous 1 mètre d'eau. Dans celle-ci, on retrouve les 1700 barils d'alcool de la cargaison et des vivres pour au moins 6 mois. La description des marins donnait à penser que l'équipage avait disparu. Malgré des quantités de nourriture suffisantes pour subvenir aux besoins de l'équipage et un harmonium ouvert et prêt à être utilisé, il n'y avait tout simplement plus personne à bord. La cabine du capitaine était en partie inondée et en désordre. Les instruments de navigation et le journal de bord étaient manquants. Une dernière entrée sur l'ardoise du bord datait du 25 novembre, une semaine plus tôt. Le vaisseau fantôme est alors remis à ses armateurs de New York, sans pour autant que les experts aient trouvé une explication à son abandon. Le Marie Céleste va continuer à bourlinguer à travers le monde. Partout où il amarre, il attire les curieux. Plusieurs ont tenté d'élucider le mystère, mais en vain. La mutinerie, les monstres marins, le surnaturel, toutes ces spéculations n'ont fait qu'ajouter à la mauvaise réputation de la Marie Céleste. Réputation aggravée par un acte de baraterie commis par son dernier propriétaire. Le 2 novembre 2000, une équipe de télévision canadienne découvre finalement l'épave du Marie Céleste au large d'Haïti. Mais sa découverte ne résoudra pas pour autant un des plus grands mystères de l'histoire maritime. Malheureusement, cette découverte ne nous éclaire pas beaucoup sur les circonstances de ce mystère survenu dans l'Atlantique Nord en 1872. Évidemment, j'ai ma propre opinion. L'équipage a apparemment abandonné la Marie Céleste dans un moment de panique. Le capitaine de la Marie Céleste, Benjamin Briggs, avait la réputation d'être un homme rigide et très religieux. Il n'avait aucune expérience dans le transport d'alcool. Son épouse et sa fillette de 2 ans l'accompagnaient aussi lors de ce voyage. À mon avis, de l'alcool a dû s'écouler et provoquer des vapeurs. Briggs a paniqué et fait monter l'équipage à bord du canot de sauvetage attaché en remorque à la Marie Céleste. Mais le mauvais temps a eu raison du câble qui unissait les 2 bateaux. Dès lors, le sort de l'équipage était scellé. Peu importe ce qui est arrivé, ce mystère est synonyme de tragédie. Des histoires de navires abandonnés et de marins perdus en mer sont encore rapportées de nos jours. L'océan est vaste et cache plusieurs secrets. Les découvrirons-nous un jour? L'Oiseau blanc et la Marie Céleste, 2 noms synonymes de mystère et d'intrigue. Nungesser et Collie se sont-ils écrasés dans un marécage de Terre-Neuve? L'équipage de la Marie Céleste a-t-elle abandonné le navire sans réfléchir aux conséquences de ses actes? L'Oiseau blanc et la Marie Céleste, 2 noms qui nous rappellent que de l'ignorance des faits de la petite histoire derrière les événements naissent les plus grandes énigmes. Disparitions mystérieuses, faits étranges, légendes fabuleuses.
quelqu'un pourrait peut-être nous révéler enfin la vérité cachée derrière ces mystères extraordinaires. Et peut-être que cette personne, c'est vous. Dans un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. Le 1er janvier 1925, au Belize, une adolescente est descendue au fond d'un puits. Elle y découvrira l'artefact le plus énigmatique de l'art précolombien. Qui a façonné ce mystérieux crâne de cristal? Qu'est-ce qui peut bien pousser René Lévesque à chercher avec autant de passion le tombeau de Champlain? Logiquement, l'endroit de cette sépulture devrait être connu de tous. Pas vraiment. Ce que les journaux avaient annoncé comme la traversée triomphale de l'Atlantique par 2 pilotes français se change bientôt en un mystère. Qu'est-il arrivé à leur biplan, l'oiseau blanc? Et où sont les 2 pilotes? Le 4 décembre 1872, un 3-mâts barque croise le Marie-Céleste. Le navire est abandonné. Pourtant, le Marie-Céleste est en bonne condition de navigation. Qu'est-il arrivé à l'équipage mystérieusement disparu? Ici Michel Dumont. Voici Dossier Mystère. Pour beaucoup d'entre nous, l'archéologie est synonyme d'aventure. C'est Indiana Jones livrant un dernier baroud d'honneur pour sauver les plus fabuleux trésors de l'histoire. Mais tout cela n'est que du cinéma. Vraiment? Un Britannique a inspiré le caractère de ce héros imaginaire, et sa fille adoptive, une franco-ontarienne, a peut-être fait la plus importante découverte de tous les temps. En ce 1er janvier 1925, il y a une activité fébrile au sommet du grand temple de Lubantum, cette cité maya redécouverte quelques mois plus tôt par l'aventurier britannique Frederick Mitchell Hedges. C'est un jour très spécial. Une semaine plus tôt, la fille adoptive de Mitchell Hedges, Anna, a remarqué, en regardant par une fissure entre les dalles du temple, un objet brillant tout au fond du puits. Cette descente au fond du puits est son cadeau d'anniversaire. Et mon père était très protecteur. Mais un jour, j'ai entendu 2 indigènes mayas dire que si l'on montait sur l'un des bâtiments, on pouvait voir à des milles à la ronde. Ma curiosité a été plus forte et je suis montée au sommet. J'étais là, regardant l'horizon, quand j'ai été éclairé par les reflets provenant du crâne qui était à l'intérieur de l'édifice. J'étais très excitée et je me suis empressée d'aller le raconter à mon père. Bien sûr, il a commencé à me réprimander en me disant que je ne devais pas grimper là-haut, qu'il était responsable de moi. Mais pour lui aussi, la curiosité a été plus forte et il a dit « Nous allons aller voir ce qu'il y a là-haut ». J'ai été désignée pour descendre. Mon père a dit « Tu l'as vu, alors c'est à toi de descendre ». J'ai répondu « Il n'en est pas question. Je n'ai pas envie de descendre là-dedans. Il y a des serpents, toutes sortes de serpents, je n'irai pas ». Mais il a été inflexible. « Tu l'as vu, alors tu descends et peu importe de quoi il s'agit, tu le remontes ». Aujourd'hui, Anna fête ses 17 ans. L'entrée du puits est suffisamment dégagée. Malgré ses inquiétudes paternelles, Mitchell Hedges a décidé de souligner l'événement en laissant sa fille aller chercher elle-même sa découverte. Il m'a attachée à une corde et 2 hommes m'ont fait descendre.
La seule chose que je voyais, c'était encore cette lumière. Je l'ai pris, je l'ai enveloppé dans mon chemisier et je l'ai remonté. Elle l'a trouvé et l'a remonté. Dès que les indigènes l'ont vu, ils sont devenus très agités. Pour eux, c'était comme un présent des dieux. Tous ont les yeux rivés sur le joyau qu'elle tient précieusement. Il s'agit de la représentation d'un crâne humain, grandeur nature, taillé dans un bloc de cristal. Frederick Mitchell Hedges n'a jamais rien vu de pareil. Lorsqu'il a été découvert, personne ne savait exactement de quoi il s'agissait et d'où il venait. Sauf que c'était là un extraordinaire artefact. La partie supérieure du crâne a été découverte en premier. Peu après, on a trouvé le maxillaire inférieur. Un jour, un gamin, comment avait-il réussi à pénétrer l'édifice? Je l'ignore. Mais quoi qu'il en soit, il en a ramené la mâchoire inférieure que je n'avais pas vue. Trop effrayé que j'étais. La plus énigmatique relique archéologique jamais découverte, bien que photographiée et étudiée sous tous ses angles, garde son mystère. Je pense que le véritable secret du crâne réside dans son utilisation comme objet de guérison. Il a guéri de nombreuses personnes et rendu leur vie plus supportable, plus agréable. Le crâne doit savoir que vous croyez en lui et que vous lui faites confiance. Le crâne de cristal aurait été fabriqué il y a quelques 17 000 ans afin de transmettre aux générations futures un savoir universel. Cette connaissance serait-elle importée d'un autre monde? Quelle était son utilité? Pourquoi ces artisans mayas ont-ils choisi de lui donner un tel réalisme alors que leur art est invariablement plus stylisé? Quand a-t-il été créé? Et pourquoi est-il fait de cristal? Depuis l'avènement de l'électronique et en particulier de l'informatique, nous savons que le cristal peut être utilisé pour emmagasiner de l'information. Pour les amateurs d'ésotérisme, le choix du cristal par les artisans mayas aurait beaucoup plus à voir avec ses propriétés mémorielles qu'avec son aspect esthétique. Pour eux, le crâne de cristal serait une sorte de disque dur où les anciens auraient stocké un savoir extraordinaire. Mais si le crâne de cristal est ce que prétendent les mystiques, comment avoir accès à ces connaissances millénaires? C'est ici qu'entre en scène Carol Davis. Au début des années 80, Carol Davis accompagne un ami chez Anna Mitchell Hedges à Kitchener, en Ontario. Carol Davis est déjà à ce moment-là l'une des plus extraordinaires sensitives canadiennes. Carol Davis n'a alors qu'un intérêt mitigé pour l'archéologie et les civilisations anciennes. Mais dès qu'elle plonge son regard dans les orbites vides du crâne, ses sens s'emballent. Pendant 2 heures, elle sera plongée dans un état de transe en communication directe avec l'esprit du crâne. Ce sera la première d'une longue série de séances de channeling avec le savoir millénaire du crâne. Carol Davis était et est toujours une transmédium respectée et d'une notoriété internationale. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait déjà été en contact avec le crâne. Elle avait psychométrisé le crâne et fait plusieurs séances avec lui, en compagnie de sa propriétaire, Anna Mitchell Hedges. Une légende raconte qu'il y aurait 13 crânes de cristal, gardiens d'un savoir universel. Les descendants des Mayas croient que le jour où les 13 crânes seront à nouveau réunis, ils révéleront leurs secrets. Jusqu'à présent, seulement 6 crânes de cristal ont été découverts. Et les circonstances de leur découverte restent nébuleuses. Le crâne trouvé par Anna Mitchell Hedges est d'une signature si supérieure aux autres qu'on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une œuvre moderne, un faux placé à dessein à l'intérieur du grand temple de Lubantum. Or, une étude menée dans les années 1990 par le British Museum semble plutôt démontrer l'inverse.
Le crâne aurait été façonné par une super civilisation, puis confié à des gardiens. Ce sont ces gardiens, possiblement des survivants de la légendaire Atlantide, qui l'auraient apporté en Amérique pour en faire don à des prêtres mayas. Le crâne de cristal demeure l'un des plus fabuleux mystères de l'humanité. Les Mayas croyaient que dans ses reflets, un jour, seront révélés tous les secrets de l'univers. Pour moi, le mystère du crâne de cristal est celui que lui donnent les gens en le voyant, peu importe ce qu'ils ont en tête. C'est comme le calice d'argent, ou toute autre icône du même genre. Les gens placent dans ces icônes ce qu'ils veulent croire et en tirent aussi ce qu'ils désirent. Le crâne de cristal découvert par Anna Mitchell Hedges est l'une des grandes énigmes archéologiques. Quelle était son utilité? Qui en était le propriétaire? Qui l'a sculpté? L'histoire est un curieux mélange de savoir et d'ignorance. Un univers où les certitudes sont rares. Et c'est justement cette ambivalence qui la rend si fascinante. Parce qu'en histoire, contrairement à bien des sciences, l'imaginaire n'est pas une faute, mais une hypothèse. Enquête criminelle, énigmes biographiques, fouilles archéologiques, l'histoire fourmille de zones grises, des incertitudes qui parfois donnent lieu aux plus folles spéculations. C'est justement aux historiens de tracer une frontière entre l'improbable et le vraisemblable. Pour l'un d'eux, un historien de Québec, l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de la Nouvelle-France se résume à cette simple question. Où se trouve la tombe de Samuel de Champlain? L'action se passe sous la tour du clocher de la basilique de Québec. Des guirlandes d'ampoules électriques donnent au spectacle quelque chose d'irréel. L'air est tellement vicieux que les ouvriers doivent porter des masques pour se protéger. Avec d'infinies précautions, les hommes glissent des câbles sous le cercueil de cuivre. Cette opération achevée, les 4 hommes soulèvent en même temps, et le plus délicatement possible, le précieux tombeau. 1, 2, 3, go! Le moment de vérité approche. Sans plus attendre, un des ouvriers commence à découper le joint de plomb qui maintient le couvercle en place. À mesure que progresse le découpage, tous s'interrogent. S'agit-il de la dépouille qu'ils recherchent depuis si longtemps? Finalement, après avoir récupéré l'objet au fond de la pyramide, Anna est remontée lentement avec sa découverte. À la lumière du jour, tous sont ébahis par la beauté de la mystérieuse relique. Dans un geste théâtral, l'aventurier Frederick Mitchell Hedges la soulève à bout de bras pour la faire voir à tous ses ouvriers. À l'unisson, 4 mots s'élèvent comme une clameur. Las Calaveras de Cristal. Le crâne de cristal. Professeur, archéologue et aventurier, Frederick Albert Mitchell Hedges est sans contredit l'un des personnages les plus étonnants de sa génération. Il servira lui-même de modèle à Steven Spielberg pour son personnage d'Indiana Jones. Frederick Mitchell Hedges a pratiqué tous les métiers. Antiquaire, explorateur, archéologue, conférencier, auteur et poète. À l'âge de 16 ans, son père, John Hedges, le fait enrôler par une équipe de prospecteurs sur le point de s'embarquer pour l'Arctique. Il veut détourner son fils de sa passion pour les récits fabuleux. Loin de décourager l'adolescent, ce premier voyage éveillera au contraire un désir de parcourir le monde en quête d'aventure. La fascination et le respect de Mitchell Hedges pour les peuplades indigènes sont déjà notoires. Durant son séjour parmi ces tribus indigènes, les carnets de voyage du jeune aventurier constitueront l'une des toutes premières études ethnologiques de ces peuplades. La biographie de certaines personnes se lit comme un roman. C'est le cas de l'histoire qui va réunir la petite Canadienne Anne-Marie Le Guillon
à l'explorateur anglais Frederick Mitchell Hedges. En 1917, celui-ci adopte la petite Anne-Marie Le Guillon. La fillette se trouve dès lors parachutée dans un univers fantastique. En compagnie d'une amie, Lady Richmond Brown, Mike Mitchell Hedges entreprend vers 1920 l'exploration des forêts encore vierges d'Amérique centrale. On raconte alors que des tribus encore inconnues y vivaient cachées en marge du monde civilisé. Il n'en faut pas davantage pour aiguiser la curiosité de l'explorateur. À l'issue de 1000 péripéties, des crocodiles du Rio Grande aux fièvres de la malaria, Mitchell Hedges met à jour, 4 ans plus tard, les importantes ruines de Lubantum, une cité maya construite 1000 ans plus tôt. Et c'est au cœur du grand temple de la cité que sa fille adoptive Anna va découvrir l'artefact le plus énigmatique des civilisations précolombiennes. Je n'étais pas autorisée à monter sur aucun des bâtiments de Lubantum. J'aurais pu avoir un accident